C'est pourquoi, en guise de conclusion, je voudrais poser 5 questions clés à Moïse Nyarugabo et à tous les autres Banyarwanda. Je voudrais qu'au travers de ces questions clés, qu'ils nous fournissent des documents qui pourraient définitivement mettre fin aux débats idiots qu'ils ont provoqués. Première question. Parce que vous répétez à qui veut vous entendre que vous êtes Tutsi du Congo avant même l'arrivée des explorateurs européens et avant la constitution de l'État indépendant du Congo en 1885. Je vous demande alors de nous produire un seul document, parmi les nombreuses archives coloniales belges qui existent, qui ont recensé toutes les ethnies du Congo belge. Je vous demande de produire un document dans lequel on signale clairement la présence d'une ethnie Tutsi ou Hutu sur le territoire congolais. Pour ma part, je vais vous citer 4 documents de référence qui prouvent le contraire. Le premier document, c'est la toute première carte de l'ethnographie du Congo belge qui a été élaborée en 1910 par le révérend Père Muller Ladersu. Cette carte ne signale nulle part les ethnies Hutu ou Tutsi. Deuxième document, c'est le document produit par l'archiviste belge Van der Hoed, qui a publié dans une édition de 1939 des documents relatifs à l'ancien Kivu de 1870 à 1918. Ces documents reprennent toutes les 16 tribus de l'ancien Kivu. Baolo-Olo, Balembe, Baande, Bagoma, Babwari, Babove, Babembe, Bavira, Bafuliro, Bashi, Baouvu, Baounde, Wanyanga, Bashu, Baswaga et Bahama. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas dans cette liste ni la tribu Tutsi, ni la tribu Hutu. Troisième document, c'est celui de Gaston de Rinderen, professeur à l'Institut universitaire des territoires d'outre-mer. Il a publié l'Atlas du Congo belge et du Rwanda-Urundi. Cette carte a situé toutes les limites de toutes les ethnies du Congo belge. Là aussi, les ethnies Tutsi et Hutu n'y figurent pas. Et quatrième document, c'est la même carte du professeur Gaston de Rinderen qui a été corrigée et publiée par le vice-gouverneur du Congo belge, Gaston Heenen. Cette carte ne reprend pas non plus les tribus Tutsi et Hutu. Alors, je demande à Moïse Nyarugabo et à Azarias Rubera de nous produire un seul document d'archives ou d'histoire où on a recensé les tribus Tutsi et Hutu au Congo avant ou pendant l'époque coloniale. Ma deuxième question, pourquoi vous réclamez-vous originaire du Congo, en même temps vous vous accrochez à la nationalité collective que vous avez octroyée l'ordonnance de 1992, initiée par votre frère Tutsi rwandais Barthélemy Bisengimana? Pourquoi cette ordonnance n'a-t-elle concerné que les seuls Banyarwanda et pas les autres ethnies du Congo qui étaient là depuis la création de l'État indépendant du Congo? Ma troisième question, vous prétendez que les Banyamulenge sont sur le territoire congolais avant 1885 et qu'ils parlent de Kinyamulenge. Pouvez-vous alors nous produire un seul document d'archives scientifique et administratif datant d'avant 1970 et dans lequel on peut lire le nom seulement Banyamulenge ou de la langue Kinyamulenge? Car nous savons
en ce qui nous concerne, nous avons produit des preuves que ce néologisme de Banyamulenge a été inventé par Isaac Frédéric Gisaro Muhoza dans les années 1976. Ma quatrième question, vous prétendez être les originaires de Mulenge, dont vous portez le fameux néologisme de Banyamulenge. Or, Mulenge se situe au nord, à Uvira. Comment pouvez-vous alors expliquer que vous, les Banyamulenge, vous vous battez aujourd'hui pour réclamer la terre de Minembwe qui est située à plus de 100 km au sud à Fizi? Expliquez-le nous. Et je termine ma cinquième question en posant deux questions personnelles à M. Moïse Nyarugabo. Première question. Croyez-vous qu'un Congolais d'origine peut fuir son pays pour aller au Rwanda avec les autres Rwandais, comme vous l'avez fait en juillet 1998, alors que la décision d'expulsion ne concernait que les ressortissants rwandais? Pourquoi n'êtes-vous pas resté aux côtés de Laurent Désiré Kabila pour défendre votre territoire national, y compris votre terre de Minembwe? Ma deuxième question, croyez-vous, M. Nyarugabo, qu'un citoyen congolais d'origine peut se livrer au pillage et au vol des archives stratégiques de l'État congolais comportant les secrets de défense et du territoire national au profit d'un État étranger, et cela sur ordre d'un président étranger? Une chose est certaine aujourd'hui, vous devez abandonner votre projet parce qu'il ne réussira plus jamais. Et vos menaces n'intimideront plus la jeunesse congolaise, désormais debout, pour défendre jusqu'au prix du sang la terre de ses ancêtres. Le glas a sonné pour votre occupation congolaise et le compte à rebours qui a commencé ne s'arrêtera pas avant la victoire. Ingeta. Yonani okamata bakongolais en otage. Bonjour chers compatriotes congolais, je viens de tomber sur un document de feu Ngwanda. Beaucoup de gens vont se demander pourquoi revenir sur un document de quelqu'un qui est déjà décédé. Il posait 5 questions à l'honorable Moïse Nyarugabo. J'ai pari que je n'avais jamais vu ça, hein, mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, dans des discussions, parce que nous, on est chargé d'édifier les jeunes à ce qui concerne l'histoire de notre pays. Vous voyez ces affaires de tribalisme, de négation des nationalités, même si la nationalité est acceptée légalement, la population n'arrive pas à accepter. Il y a rejet des Tutsis, rejet des Banyamulenge. On les appelle des étrangers et tout. Même si aujourd'hui la Constitution a tout réglé, mais il n'y a pas eu suffisamment de
sensibilisation pour que les jeunes et la population en général puissent s'approprier la constitution et la loi sur la nationalité aujourd'hui et considérer que nous sommes tous Congolais, que nous sommes tous venus de l'immigration. Il n'y a personne qui a poussé comme un champignon. Il y a des premiers, il y a des deuxièmes, des seconds. Il y a eu des vagues d'immigration, des compénétrations des populations au niveau du Kivu. Et la population, surtout jeune, et les politiciens surtout, qui instrumentalisent les jeunes pour des raisons d'élection. On arrive à des formations de milices, et des milices qui ont des buts de chasser les Banyamulenge et les Tutsis. Je vais répéter ici que je ne fais pas l'avocat des Banyamulenge ou des Tutsis, non. J'essaye de me placer comme quelqu'un qui est au milieu, qui dit ce qu'il faut à la jeunesse et à la population pour éviter des guerres cycliques. Parce que si vous considérez les guerres que nous avons eues depuis 1996 et aujourd'hui, les soubassements, le fondement, le motif principal, c'est les conflits identitaires au Kivu. Il se greffe d'autres problèmes au niveau de la nation, la mauvaise gouvernance qui ne fait pas avancer les pays malgré les immenses richesses. Sur le plan social et économique, la population est au bas de l'échelle sur le plan africain, n'en parle pas sur le plan mondial. Ça fait honte, ça donne de la chair chair de poule. Et vous voyez des détournements en cascade et tout. Ça fait pitié à ceux qui nous voient galérer dans ce genre de difficultés alors que nous sommes riches. Mais les plus grands, l'enjeu le plus grand, c'est cette déstabilisation du pays au niveau de l'Est, compte tenu de la gangrène des crises identitaires. Le vivre ensemble a pété les plombs et on ne sait plus où mettre la tête. Alors, lorsque les questions nous viennent comme ça, nous œuvrant dans le domaine de la pacification, nous avons toujours essayé, depuis maintenant 24 ans, d'expliquer, il y a ceux qui comprennent, mais la politique au niveau national, au niveau provincial, n'a pu avancer pour essayer d'approfondir cette problématique et l'éradiquer, parce qu'il y a moyen de le faire. Les Rwandais l'ont fait, les Burundais l'ont fait, les Ougandais à l'arrivée de Museveni, c'était la guerre entre le sud, le centre et le nord. Sur le plan ethnique, il y avait des échauffourées au niveau des marchés, au niveau des églises liées au tribalisme, les Banyankore et les Baganda et d'autres tribus du nord, c'était la cacophonie, mais il a mis fin. Mais pourquoi nous ne pouvons pas mettre fin à ça et vivre de la stabilité? Voilà pourquoi j'essaye de le faire par des audios, par les réseaux sociaux, tout ça. Et voilà. Donc, c'est ça l'introduction de ce que je vais vous dire maintenant. Merci. Alors, je disais que Fengwanda, il est mort, mais il a laissé des disciples. Il a vraiment inoculé du venin de tribalisme dans la population du Kivu. Il s'adressait spécialement à la population du Kivu et l'incitait à haïr leurs compatriotes parlant Kinyarwanda. Et il a posé, je ne sais pas si Moïse a répondu, je ne sais pas, je vais m'excuser auprès de lui s'il avait déjà répondu, mais moi, je veux répondre selon ce que je sais, selon mes connaissances de la région. Il dit que Moïse lui présente des documents qui datent d'avant et du Congo belge, qui démontrent que les ethnies Hutu et Tutsi existeraient en RDC. Voilà, c'est une question. Et il cite
carte ethnographique qui répète, il dit qu'au Kivu, il a cité des tribus, tout ça, mais il voit nulle part où on marque Hutu Tutsi. Selon lui, la conclusion que ces Tutsi Hutu sont des étrangers, ce ne sont pas des Congolais parce qu'ils ne sont pas cités dans les tribus de la RDC. Alors, je voudrais tout simplement dire aux jeunes, parce que je ne peux plus parler à notre compatriote décédé, paix à son âme, Mbanda, que cette affaire d'établissement des listes ou l'inventaire des tribus 450, c'est pas moi, net, ça, ce sont des vieux documents. Vous voyez, 1910. Alors, 1910, il faut rappeler ici qu'en 1910, les frontières de l'Est n'étaient pas encore totalement fixées. C'était très difficile parce qu'en fait, ce qu'on appelait la conférence internationale du Congo, qui dirigeait, c'était comme une association, une ASBL dirigée par le roi Léopold II. Cette ASBL s'est muée, s'est transformée en État indépendant du Congo au niveau de la conférence de Berlin. C'est une longue histoire, je ne voudrais pas la répéter, mais sinon, tout a commencé vers l'ouest. Et vous voyez, parce qu'en fait, Léopold II s'est référé aux travaux de l'explorateur Diego Cao, Livingstone, Stanley et tout. Et leurs explorations, surtout ces deux-là, c'était au niveau de l'embouchure du fleuve Congo. C'était la principale entrée dans l'actuel territoire de la RDC. Alors, c'est là que ça a commencé. La capitale Vivi, de Vivi à Boma, Boma à Kinshasa. Et lorsque l'État indépendant est acquis à Léopold II, d'après cette conférence de février qui a duré de novembre 1884 à février 1885. Je peux me tromper sur les mois, mais sinon les années, c'est exact. Et lorsque Léopold II a acquis cet immense territoire, les délimitations étaient de manière floue. C'était des parallèles, des degrés, ceci, tout ça. Les géographes savent le dire mieux que moi. Et il fallait préciser. Et la précision n'a commencé que vers l'ouest. Et ça a progressé jusqu'à 1910. On ignorait les populations qui étaient bon, de manière exacte, hein, parce qu'il en a cité Bafouliru, parce qu'il a cité Mofouliru moi-même, il a cité Holo et tout. Mais la partie habitée par les Banyarwanda, donc Hutu et Tutsi du Nord Kivu, cette partie était encore floue. Il a fallu des rencontres entre les Belges et les Allemands et les Anglais, les Allemands qui colonisaient le Burundi, et les Belges le Congo, et les Anglais l'Ouganda actuel. C'est ainsi qu'ils ont déterminé cet endroit en 1910. Il a fallu maintenant explorer tout ça et revoir les listes. Ces listes n'ont jamais été revues. Je ne sais pas s'il y a des documents, je n'en ai pas trouvé. Des actuels, mais le Nyiragongo, Goma et Rutshuru, une partie des Massissi, est revenu. Il y a eu des conclusions. Il y a d'ailleurs des conventions signées pour établir de manière définitive les frontières du Congo belge au niveau de l'est du pays. Donc, dire ici que les Hutus et les Tutsis ne sont pas congolais parce qu'ils figurent pas sur la liste, c'est un peu une ignorance de notre frère Ngwanda, de n'avoir pas lui qui a occupé quand même des grandes fonctions au niveau de la sécurité. Il ne pouvait pas vraiment être ignorant jusqu'à ce niveau. Parce que
Masisi, Nyiragongo, Rutshuru et Goma, mais ce sont des parties congolaises. En dehors de Masisi, qui a une partie où il y a des Houndés. Ailleurs, c'est les terres qui sont de ce côté-là appartiennent aux Hutus et aux Tutsis, les rwandophones. Il n'y a pas une autre ethnie qu'on peut dire, voilà les Bakolo Mabele, comme on dit à Kinshasa. De ces terroirs-là, ce sont les Tutsis et les Hutus parlant de Kinyarwanda. Voilà un peu pour la première préoccupation de nos frères qui voudraient que l'on parle de cette problématique des tribus, tout ça, une liste qui va rester inamovible, inchangeable jusqu'à la fin du monde. Non, c'est pas ça. Et puis, lorsqu'il parle des Hutus Tutsis, je vais parler du cas d'Uvira, la plaine de la Ruzizi. M. Ngwanda parle de l'ethnographie entre 1910 et 1939, qui ne reprend nulle part les Hutus et Tutsis comme ethnie du Congo. Mais en plaine de la Ruzizi, il y a ce qu'on appelle la chefferie de Barundi, dans les temps qui a été changé, chefferie de la plaine de la Ruzizi, pour des raisons de calmer les ardeurs des extrémistes qui pensaient non, comment on va parler des chefferies de Barundi au Congo, c'est pas possible. Bon, Mobutu a signalé à un gouverneur, je ne sais plus qui, à un moment donné, il n'y a pas très longtemps, de changer les noms Barundi en plaine de la Ruzizi. Bon, tant mieux pour des raisons politiques. Mais bon, l'histoire, c'est l'histoire. Ces peuples-là, ces peuples-là, ceux qui tiennent les pouvoirs, c'est des ethnies Tutsis. Ils existent. Les Ndorogwe, Mugabo, vous descendez vers Ndabagoye. Après Ndabagoye, vous avez Kinyoni. Kinyoni, c'est l'autre Ndabagoye qui est décédé. Il y a maintenant un autre roi. Aujourd'hui, ce sont des Tutsis. Alors, ont-ils donné, les Belges ont-ils confié en 1928 une chefferie sans savoir que ces gens-là, pour dire qu'ils n'étaient pas congolais, mais ils savaient que c'était des Barundi Tutsis. Et la population, pour la majorité, Hutu, Tutsi, mais la majorité Hutu, comme à l'image du Burundi. Alors, comment les Belges, lui, c'est lui qui a fait cette carte ethnographique, a ignoré que, il l'a fait quand 1939, il ignore même qu'il y a des Hutus et des Tutsis. Alors, il faut considérer que les Belges nous ont laissés dans des querelles, vraiment, ils ont fait ça sciemment pour que les gens se rentrent dedans. Vous faites un arrêté royal installant ou créant des chefferies indigènes. Vous créez une chefferie de Barundi avec à la tête un Tutsi, avec toute la population Hutu et Tutsi, et vous faites un ethnographe, pas étranger, mais belge. Quand il fait l'ethnographie, il omet ces Barundi en disant que ce sont des Tutsis et des Hutus. Comprenez ça, que ce sont les Belges qui nous ont amené de ces histoires d'ethnicisme. Ce n'est pas les Mozaliens d'aujourd'hui. Je suis désolé de le dire comme ça. Voilà. Donc, et puis, bon, si vous prenez les hauts plateaux, dans les hauts plateaux, les écrits les plus anciens, je vais les donner peut-être dans un autre audio, les écrits des Belges et des Européens, que l'ethnographe qui a fait la cartographie des ethnies du Congo, lui qui est belge, un lettré, vraiment lettré, intellectuel, il fait une carte, il oublie que sciemment de mentionner les ethnies qui habitaient et qui habitent jusqu'aujourd'hui
les territoires de Fizi, Itombe et Uvira. Parce qu'ils ont écrit, j'ai choisi seulement 3. J'ai choisi René Luns, qui situe la première vague de migration des Rwanda. Les Rwanda avec RUA. Bon, chez eux, c'est un peu de linguistique, ça se comprend. Il dit Rwanda. Cette première vague, il a situé vers 1746 et 1802, qui correspondent au règne des rois Luamelu Mbako de Bafuliru et Kahindiro du Rwanda. Ça, c'est l'os. Tous ceux qui veulent aller dans Google, je ne voudrais pas citer les livres et tout ça, ça existe. Prenez Google, vous cliquez Luns et René Luns et tout, vous verrez ce qu'il a dit. Le second, c'est Jacques Despelchin. Lui, c'est notre... C'est presque un fils de la plaine parce que son père, Despelchin, a été un agronome à l'époque belge. Et beaucoup de gens le connaissent dans la plaine de la Russie comme Mataratara. Mataratara signifie celui qui porte les lunettes, parce que les lunettes ne lui quittaient pas. C'est lui qui avait organisé la campagne cotonnière dans la plaine de la Ruzizi en concurrence avec son concitoyen Joker. Joker, lui, c'était le café. Il était très méchant, il frappait les gens, tout ça. Et les gens ont fui la chefferie de Bafuliru, sont descendus dans la plaine pour aller cultiver le coton parce que lui, paternalisme exige, parce que c'était ça la politique des Belges. Il leur donnait des médicaments, il leur donnait les couvertures, les pagnes des femmes, les culottes des hommes, et tout. Nos grands-pères ont quitté la chefferie de Bafuliru pour descendre et cultiver les cotons. Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'occupait du café, était très dur, frappait les gens et tout. Ils sont descendus. Alors, Jacques Despelchin est le fils de cet agronome belge. Il est né d'un métissage avec une fille de chez moi, en pleine de la Ruzizi. Et même leur maison est encore là. Despelchin a écrit aussi sur la deuxième vague des Rwanda, qu'il situe entre 1800, parce que ça c'était la première vague des Luns. La deuxième est décrite par Despelchin, 1855 et 1895. La deuxième vague est arrivée à ce niveau-là. Ça correspondait au règne du roi Rwabugiri du Rwanda. Alors, troisième vague. La troisième vague est décrite par Weiss. Weiss qui situe l'établissement de Rwanda à Galié en 1881 dans l'actuelle chefferie de Bavira, territoire d'Uvira. Alors, ces Rwanda venaient du nord, c'est-à-dire de la chefferie de Bafuliru, village Muhanga, dans le groupement de Kigoma. Toujours territoire d'Uvira. Donc, c'est dire que tous les documents que je viens de vous donner ici sont antérieurs à l'établissement de la carte ethnographique. Alors, posez-vous la question, pourquoi un ethnographe intelligent, supposé connaître et tout, lui fait la liste, il omet ces populations. Quelle idée avait-il en tête en omettant ces noms-là? Il a d'abord omis ceux du Nord Kivu, alors que eux, c'est là, les migrations peut-être très anciennes, mais les propriétaires terriens, il n'y avait aucun autre roi, parce qu'au Nord Kivu, les Nandes sont des établissements très récents au niveau de Rutshuru et d'autres parties du Nord Kivu. Ils ont été favorisés par le ministre Paluku. Paluku, qui était, il s'appelait Denis Paluku, je pense, ministre de l'Agriculture du Grand Kivu, qui pensait qu'il fallait que Nande
viennent dans les terres fertiles volcaniques du Nord Kivu, du sud du Nord Kivu, pour les cultures, parce qu'ils sont vraiment commerçants, mais aussi agriculteurs, les Nandais. C'est comme ça que les Nandais sont venus, et c'était entre 63 et 65, ça continuait, parce qu'il y a eu cette histoire de guerre de Kanyarwanda et tout, je n'en parle pas, parce que c'était aussi un grand conflit. Aujourd'hui, je ne parle pas des conflits du Kivu, je parle de cette affaire d'identité, que les gens comprennent. Alors, les propriétaires des terriens, là, sont des rwandophones, tous et Hutus dans le Nord Kivu. Il les a omis sur la liste, il n'en a pas parlé, cet ethnographe-là. Et il vient encore au niveau du sud, il ne cite ni Hutu, les Barundi de la plaine, il ne cite ni Tutsi du clan régnant au niveau de la lignée régnante au niveau de la plaine, chefferie des Barundi plaine de Ruzizi aujourd'hui. Il omet les Tutsi de Litombwe, Uvira et Fizi, il refuse d'en parler. Il faut vous poser des questions. Donc, on doit se poser des questions sur comment on appelle ça, cette intention manifeste d'omettre des gens comme ça. Voilà d'où vient le conflit et toutes ces guerres. C'est planté par les colons belges, comme ils ont fait au Rwanda. Si notre histoire, je ne voudrais pas suivre par Rwandais, bon, mais on s'y réfère quand même, j'en connais quelque chose, mais ici, je ne parle pas du Rwanda, je parle du Congo. En conclusion à cette première question, je voudrais que les jeunes sachent que les Banyamulenge, on peut appeler Banyamulenge ou Banyarwanda ou Tutsi, Congolais ou tout ça, parce qu'il y a aussi toute une litanie de discussions là-dessus qui n'ont vraiment rien à voir, parce que ce qui compte, ce n'est pas l'appellation, ce qui compte, c'est le groupe social qui existe. Tutsi Congolais, ça correspond à quoi? Rwandophone, ça correspond à quoi? Et lorsqu'on parle de Banyamulenge, ça correspond à quoi? C'est ce qui nous intéresse. L'essentiel, les dominations et tout. Banyabouisha, Banya, c'est pas quoi, tout ça, c'est pas important. L'important, c'est que ce peuple qui habite, ces Nilotiques, ces Hutus qui habitent les Kivu, sont-ils, oui ou non, des Congolais? Oui, ce sont des Congolais. La Constitution et l'histoire et tout confirment que ce sont des Congolais. Jeunes, arrêtez de vous faire manipuler par la classe politique. Moi, j'ai abandonné ça. J'ai même abandonné tous mes mandats. Parce que lorsque arrivent les élections, je pose la candidature, on me dit, écoutez, vous défendez les Rwandais. Et là, je ne suis pas élu, je me dis, je m'en fous, je vais vivre pauvre, étant honnête, que de vivre riche dans la malhonnêteté, je ne saurais pas le faire. Et je suis là, 3 mandats sans être élu. Aux rébellions arrivent, vous entrez dedans, oui, parce que je pense que les rébellions qui viennent militent pour les vivre ensemble. Et moi, ça me convient. C'est pourquoi je suis tout le temps avec eux. Et je rejette tout régime qui pense qu'il peut marginaliser les gens, tout en allant déclarer à l'extérieur ou à l'intérieur que voilà, ces gens sont des Congolais. Mais dans les actes, rien n'est fait. Voilà. La deuxième question de notre frère Feu Ngwanda à Moïse, il lui demande, vous vous réclamez originaire du Congo et en même temps, vous vous accrochez à la nationalité collective que vous avez octroyée Bisengimana. Voilà. Il dit qu'en même temps, les Banyamulenge se disent originaires de la RDC, qu'en même temps, ils auraient réclamé la nationalité collective. Bon, moi je pense que je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ces compatriotes et surtout ces adeptes ont adopté une telle réflexion.
alors qu'ils savent que la constitution de Louabourg, à ce qui concerne la nationalité, a bien précisé que ce qui devait être appelé Congolais par cette constitution devait avoir été dans l'actuel territoire de la RDC avant 1908. Devait être là avant 1908. Et là, sans problème, avant 1908, les Banyamulenge étaient là. Avant 1908, les habitants du territoire de Nyiragongo, l'actuel Goma et Rutshuru et une partie de Massissi, ils étaient là. Ce sont les Hutu Tutsi de ce côté-là. Là, il y a vraiment, il n'y a pas photo comme disent les juges des courses hippiques et les juges des athlètes, des courses athlétiques là. Il n'y a pas photo, donc il n'y a pas à discuter, à chercher, à mettre de VAR, comme on dit, il n'y a pas moyen de mettre le VAR. Le VAR, c'est cette vidéo qui vérifie à la seconde près la précision sur une faute. Donc ici, il n'y a pas photo. Les Banyamulenge, les rwandophones de Massissi, que ce soit Hutu ou Tutsi, ils étaient sur ces territoires-là avant 1908. Ça, c'est tout à fait clair. Donc, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Que ce soit l'histoire, comme nous l'avons démontré dans les sons qui viennent d'être écoutés, que ce soit par les faits même, vous y allez vous poser des questions, même à des vieux, et ils étaient là. Ils étaient là. Donc, ça sert vraiment à rien de mettre ça comme un problème. Oui, ce sont d'originaires du Congo. Dire qu'ils sont originaires du Rwanda, c'est peut-être pas l'histoire, mais ce sont des Congolais d'origine. Même si on ne pouvait pas prendre la loi actuelle, la constitution actuelle, qui précise cela, eh bien, ils étaient là. Qu'en est-il de la loi Bisengimana, parce qu'il faut en parler, c'est à cela que l'on fait allusion en parlant de la nationalité collective, voulant signifier que Bisengimana aurait octroyé à des rwandophones une nationalité collective. Et que dit en fait cette loi dite loi Bisengimana? Il s'agit en réalité d'une ordonnance-loi du 26 mars 1971, signée par le lieutenant-général Joseph Désiré Mobutu. C'était un texte à article unique. Cette ordonnance, loi, disait que tous les ressortissants du Rwanda-Urundi établis au Zaïre au 1er janvier 1950 et qui ont continué à y résider jusqu'à la date du 30 juillet 60, c'est-à-dire que toutes les populations, en fait, du Kivu, pendant Kinyarwanda et Kirundi devenaient automatiquement zaïroises à l'indépendance. Voilà. Alors, on reproche à cette ordonnance d'avoir attribué de manière automatique et collective une nationalité à une catégorie de personnes. Bon, il y a à boire et à manger là-dedans.
Moi, je pense que les préoccupations de Bisengimana étaient de dégager une issue. Vous voyez, 1950, c'était le début pour dire si vous avez été là avant 1950, avant le 1er janvier 1950, vous êtes aussi zaïrois. Parce que la constitution de Louabourg excluait en fait ce qu'on a appelé les transplantés. C'est un terme un peu vulgaire, hein, transplantés. Bon, c'était des gens qui venaient du Rwanda. Vous savez que 1925, donc en 14-18, les Allemands, pas peur de la guerre, et la conférence de Versailles remet, sanctionne en fait l'Allemagne, c'était l'armistice à Versailles, et on prend tous les territoires qui étaient sous la tutelle, sous le contrôle de l'Allemagne, on les donne aux vainqueurs. On donne le Rwanda-Urundi à la Belgique. Ça devient pas encore Congo-Belge, Rwanda-Urundi. Hein. Il y a une étape. Hein. Et les autres, on donne aux Français et surtout aux Français, quoi. Togo et aux Anglais, on donne la Tanzanie, qui était aussi un territoire allemand. Et à Versailles, on décide qu'on donne les Rwanda-Urundi à la Belgique et sera sous la tutelle de la Société des Nations qui a été créée juste à la fin de la Première Guerre mondiale. Et la Belgique va bénéficier de ces deux pays, ces deux royaumes, le Rwanda et le Burundi, en 1925. Alors, et à partir de cette date, à partir de 1930, 30, jusqu'en 40, il y a des Rwandais et des Burundais qui vont être amenés au Congo pour différents travaux, des routes, des mines et tout. Et bon, il y a d'autres des Congolais hein, qui sont aussi envoyés au Rwanda pour des motifs, je ne sais pas lesquels, notamment certains Bahundé de Massissi vont se retrouver dans l'actuel territoire de, je ne sais pas comment on appelle ça, province de l'Ouest, mais avant c'était Ruengeri, ils vont être là et aujourd'hui ils sont là. Et voilà. Alors, pour essayer d'extirper, de ne pas rendre apatrides ces citoyens originaires du Rwanda qui ont été déplacés vers le Congo, il va chercher une loi, contourner la constitution. Cette constitution était déjà abolie. Il fallait légiférer sur cette catégorie de population. Ce n'était pas nécessairement les gens des hauts plateaux de Fizi, Mwenga ou Uvira, non, ils n'étaient pas concernés par cette ordonnance-loi, parce qu'eux étaient déjà là depuis longtemps. Ils étaient des Congolais d'origine. Et ici, on dit sont réputés avoir acquis. Ça veut dire acquis, c'était une nationalité d'acquisition. Or, ça ne pouvait pas être pareil, leur donner une nationalité d'acquisition, alors qu'ils sont des Congolais d'origine. Ayant été là avant la création de l'État indépendant du Congo, ça signifie les gens des hauts plateaux du sud Kivu et tous les gens de Massissi, Nyiragongo, Goma et Rutshuru. Donc, là, ça ne les concernait vraiment pas. Ça concernait des populations tout à fait bien précises. Et là aussi, cette loi on l'a critiquée, que c'était une loi en fait, qui avait une certaine discrimination positive. Mais alors, là, sur le plan logistique, c'était un peu difficile. Je pouvais avoir donné raison à Ngwanda, mais je ne lui donne pas raison lorsqu'il parle de Nyarugabo, parce que Nyarugabo, lui, il ne réclame. Cette loi ne le concernait pas sa communauté, ne concernait pas la communauté, une grande communauté de Rutshuru, Nyiragongo et Massissi, et une partie de Massissi. Ça concernait certaines plantes transplantés.
Voilà comment il faut comprendre cette loi dite loi Bisengiman. Ngwanda ne devrait pas s'en prendre au Banyamulenge pour dire qu'ils se disent originaires du Congo et qu'ils s'accrochent encore à la nationalité collective. Non, il n'y a pas de nationalité collective ici. Parce que les Banyamulenge et les gens de Massissi et de Rutshuru, tout ça, ils n'ont jamais dit donnez-nous la nationalité. Non. Ils veulent tout simplement ils voulaient tout simplement que l'administration publique, ils savaient qu'ils étaient des Congolais, mais le Parlement qui édicte des lois avait refusé de les reconnaître. Vous vous souvenez que ça culminait dangereusement à la conférence nationale souveraine. Tous les rwandophones, en tout cas je connais les Mutiri wa Bashara, les Dougou wa Mulenge, Esron, on a même touché ici à Bukavu des gens qu'on a appelés comme des gens de nationalité douteuse avec cette affaire de commission Vango Mambweni, tout ça, cette commission est arrivée ici avec des gens de toutes les provinces, mais avec d'alors des caciques du Kivu qui ont épinglé comme ça des gens de manière cavalière, qui ce sont des nationalités douteuses. On les a chassés de la conférence nationale souveraine. C'est basant sur la loi numéro 81/002 du 29 juin 1991 qui reculait cette nationalité zaïroise jusqu'à 1885. C'est pourquoi, vous voyez, messieurs les compatriotes décédés, paix à son âme, je le répète, Ngwanda disait démontrez-nous que vous êtes là avant 1885, montrez-nous un document qui démontre que vous êtes là avant 1885. Je viens de le démontrer par des écrits patentés, reconnus, validés, que non seulement les Tutsis sont là depuis toutes ces années-là, mais aussi ils n'ont jamais quitté, ils sont toujours là depuis longtemps, et Ngwanda le sait. Alors, les partisans d'Ngwanda doivent déchanter. Nous ne sommes plus à l'époque où on doit parler de la nationalité. Non. Des identités, ça ne sert à rien. Nous sommes Congolais, tout le monde le sait, la loi le dit, l'histoire le dit. Nous devons maintenant consolider ces acquis-là pour que un chef de quartier, lorsqu'il va faire le recensement, ne commence pas à dire, comme je vous vois avec un faciès de nilotique, vous n'êtes pas Congolais, vous êtes Rwandais. Il faut que déjà ça commence par la base. Que le chef du village sache ça. Que le chef de groupement le sache. Que le chef de chefferie le sache. Que le chef de secteur le sache. Que l'administrateur le sache. Que le gouverneur le sache. Que le bourgmestre des communes, que ce soit au niveau rural ou urbain, le sache. Que le maire de la ville le sache. Et je vous assure que la tête, bien sûr, au niveau du pays, le leadership au niveau du pays, les ministères, les conseillers des chefs d'État, lui-même les chefs de l'État, sachent que cette réalité, triste réalité du Kivu, c'est elle qui nous endeuille tous les jours. Et ça doit constituer une préoccupation de tous les Congolais, intellectuels, commerçants, religieux et tout le monde. Parce qu'il y a un religieux qui est venu au niveau de Goma, il dit, ah, j'ai vu les visages des balkanisateurs. Parce que tout simplement, il a vu les visages des nilotiques Tutsi. Il les a vus, les balkanisateurs. Je viens de les voir. Namoni Bango, balkanisateur. Alors, ça, franchement, si on ne tire pas attention, sonnette d'alarme, nous aurons des guerres tout le temps. Il ne faut pas que les gens se plaignent. La communauté internationale, nationale, les amis de l'Ouest, du centre, du Sud, du Nord, doivent savoir qu'au Kivu, il existe des peuples congolais, des peuples d'origine congolaise qui parlent le Kinyarwanda de par notre histoire. C'est tout. Et de par l'histoire de la colonisation, l'histoire du partage de l'Afrique, l'histoire des migrations, ça existe. Comme il en existe pour aussi les autres frontières, les Bakons au niveau de
du Grand Nord, qui sont, pas au Grand Nord, au Grand Nord, ce sont les Nandés, qui ont leur roi au niveau de l'Ouganda, ça ne pose pas de problème. Pourquoi nous, ça doit nous poser des problèmes? Et aussi, on était séparés par ces lignes-là, je ne sais pas moi, méridien de ceci, parallèle, numérotel, c'est tout. Degré autant, c'est tout. Alors, c'est notre histoire. Nous devons être conscients, peuple du Kivu, peuple congolais, comprenez ça. Et lorsque vous verrez, cette affaire va s'arrêter. Les guerres vont peut-être prendre les guerres je ne sais pas comment les guerres viennent, je ne les souhaite pas, mais le Kivu, on dira bye bye aux guerres, bye bye aux crises à répétition. Alors, pour conclure cette deuxième question de M. Wanda, non, les Tutsis n'ont jamais réclamé une nationalité collective. Non. Parce qu'eux sont des Congolais d'origine, ils se sont révoltés contre l'exclusion, contre les dénis de leur nationalité. Ils ne la réclamaient pas parce qu'ils l'avaient, mais parce qu'on leur a refusé cette nationalité, ils ont dit non, nous sommes Congolais, nous sommes Zaïrois depuis des siècles. Comment aujourd'hui on devient apatride? Je ne sais pas. Il n'y a aucune part au monde où on doit... Bon, les Rohingyas, je pense que c'est au peuple, je ne sais pas si c'est au niveau de Birmanie, je pense. Et aussi, on a les mêmes problèmes. Ils sont dans un pays voisin, je ne sais pas si c'est Bangladesh. 400 000 qui ont obligés de quitter chez eux. Ils sont allés, j'ai appris aux dernières minutes que ça s'est arrangé, qu'on leur construisait leur village au nord du pays pour les ramener. L'ONU a tapé du poing sur la table et tout. Semblerait que ça s'arrangerait. C'est eux aussi qui ont connu ces choses-là. On les a chassés. Comme eux ne sont pas, ils sont musulmans, ils ne sont pas bouddhistes. On a dit, vous êtes ici, on vous chasse. On les a chassés. On a brûlé les villages, on les a chassés. Mais ils sont rentrés. C'est une leçon pour tous nos frères qui pensent qu'ils peuvent dire Banyarwanda Barulier quoi. Bon, ok, ils vont aller. Peut-être vous aurez la force. C'est une armée puissante qui va les repousser. Sachez que si ce n'est pas 5 ans, si ce n'est pas 10 ans, si ce n'est pas 20 ans, ce n'est pas 30 ans comme on fait les Tutsis du Rwanda exilés un peu partout dans le monde, qui se sont réorganisés à partir de l'Ouganda et sont revenus conquérir cette fois-ci, pas la nationalité, mais ils ont reconquis le pouvoir et ils sont toujours au pouvoir aujourd'hui. Donc ça doit travailler les têtes et les minds, les têtes des gens qui s'accrochent à ces reniements-là des peuples. Ça ne peut pas marcher. C'est monsieur qui a été chez lui, son grand-père, son arrière-grand-père, son arrière-grand-père est né au Congo, pas au Congo, est né dans le territoire actuel appelé RDC. Vous dites que cette personne part par la force, oui, mais sachez qu'il reviendra. Cette personne reviendra et vous fera soit paisiblement, comme les Rohingyas le font aujourd'hui, soit par la guerre. Voilà. Troisième question, M. Ngwanda dit que les Banyamulenge sont sur le territoire congolais avant 1885, parce qu'ils disent à Moïse, vous dites que vous êtes sur le territoire congolais en 1885 et que vous parlez les Kinyamulenge. Bon. Et puis il dit, pourquoi vous avez pris cette langue, cette langue qui n'existe nulle part, ni dans l'ethnographies des langues, ni aucun document. Subitement, vous parlez le Kinyamulenge, vous devenez Banyamulenge à partir de 1976, c'est ce qu'il dit. Et il a cité un nom, comme quoi c'est un leader Banyamulenge qui aurait changé cette appellation. Je voudrais dire à mon frère
je peux plus l'atteindre, je m'excuse beaucoup. Je voudrais dire à ses partisans, parce qu'il a beaucoup de partisans, c'est eux qui m'ont envoyé ça, mais je les remercie beaucoup parce que je me donne l'occasion de m'exprimer là-dessus. C'est un avis de techniciens, en tout cas d'experts en cette matière des conflits des Grands Lacs. Je vais dire à ceux qui m'ont envoyé les documents que vous appelez Banyamulenge. Je vous dis par exemple qu'au niveau de l'Ouganda, il y a les Bakonzo. Mais à Butembo, Beni, ce sont les Banande. Mais c'est le même peuple. Il n'y a pas de problème. Que vous les appelez Banyarwanda ou c'est pas moi, mais ces gens, les Banande, ils s'appellent aussi d'ailleurs Baïra. Ils ont aussi d'autres appellations. Baïra, Banande, Bakonzo, c'est le même peuple. Mais qui sont établis sur des territoires administratifs différents, sur deux nations, deux pays différents, par le fait de ce partage de l'Afrique de 1885. Alors, il ne faut pas dire, vous avez changé, vous avez refusé d'être Banyarwanda. Mais est-ce que Ngwanda sait que lui qui est Nande, ou alors, je vais parler à ses partisans, savez-vous, chers amis partisans de Ngwanda, que Ngwanda, il est Ngwandi, c'est un Ngwandi de Gbadolite, mais vers le nord, à Zongo, et au-delà des Zongo en Centrafrique, il y a des Ngwandi, j'ai oublié, on ne les appelle pas Ngwandi, il y a un autre nom. Est-ce que lui le sait? Vous le savez? Que les Ngwandi sont, leurs frères, tantes, cousins de Ngwanda sont en Centrafrique. D'ailleurs, les mauvaises langues, comme on aime vraiment trop fouiner les présidents de la République de ces pays, Mobutu, on dit que lui était centrafricain, tout ça. Récemment, son père est venu comme pour servir, seulement il venait de Bangui pour servir les Blancs, Verts, Guadolité, tout ça. Voilà, donc c'est vraiment, ça ne sert à rien de se cramponner sur l'appellation. Bon, dommage que ça soit aussi un débat qui est entre les Banyamulenge et eux-mêmes. Il y a ceux qui voudraient qu'on les appelle Banyamulenge, d'autres voudraient qu'on les appelle Banyamulenge, mais qu'on sache qu'ils sont aussi Hutu et qu'ils sont aussi Tutsi et Banyarwanda. C'est un débat bidon. Même s'il est chez eux là-bas, souvent il me dit même où il va, pourquoi vous entrez dans nos histoires? Non, je dis j'entre parce que moi je suis de la réconciliation. Je ne peux pas réconcilier un peuple qui a un problème bidon à régler et que je veux qui a des querelles intestines. J'ai dit vous venez ici, vous parlez avec les Bafoulirs pendant que vous avez des querelles intestines. Non, je leur dis non, j'ai le droit d'entrer dans vous dire non, attendez-vous sur ça. Ce n'est pas l'appellation qui va vous séparer. Séparez-vous sur le plan politique. Vous êtes des lycéens, Union sacrée de la nation, tout ça. Les autres sont de l'autre côté, de l'AFC. Ce n'est pas un problème. On ne va pas à l'ICN avec sa tribu. On ne va pas à l'AFC avec sa tribu ou avec sa famille. Non, c'est une idéologie. Vous dites non, moi je défends Tshisekedi. L'autre dit non, Tshisekedi a échoué, je ne peux pas, je vais le combattre. Ce n'est pas un problème. Et il y a des militaires de l'autre côté, les autres. Nous sommes tous au Congo de cette manière-là. Mais vous ne pouvez pas vous diviser jusqu'à être des ennemis jurés sur la base des politiques et sur la base de votre identité que vous voulez ignorer. C'est aussi un problème qui nous préoccupe. Nous qui faisons la pacification, nous disons non, attendez-vous. Sur ce plan-là, à Midembwe, il peut y avoir des gens, des paisibles citoyens qui n'ont aucune attache. Mais vous, politiciens, mangez-vous au niveau très haut, il n'y a pas de problème. Mais ne soyez pas ce que vous faites, que ça ne puisse pas entraver la paix et le vivre ensemble entre les autres tribus, entre les autres communautés. Donc, la dénomination Bafuliru,
C'est pas moi, il y a ceux qui voudraient qu'on nous appelle les Bafulero, alors que les Bafulero disent non, nous sommes des Bafuliru. Ok, Mufuliru n'a dit je suis Mufulero, Indi Mufuliru, non, on dit Mufulero. Ça n'existe pas. Mais si on vous dit Mufulero, vous n'allez pas vous fâcher et prendre une arme et tirer si c'est lui qui vous appelle Mufulero. Non, ne tirez pas sur lui. Corrigez-le, dites-lui non, vous avez mal prononcé. Les Blancs, lui, a pensé le synonyme Mufuliro, il a mis les E au lieu du I. Ça passe. Voilà. Donc, Ngwanda et les amis de Ngwanda, c'est la troisième question, c'est une question sans objet, parce que chacun peut s'appeler comme il veut. L'essentiel, c'est que c'est un groupe social. Les tribus, il n'y a pas de législation là pour dire telle tribu doit s'appeler comme ça. Celle qui s'appelle autrement, donc, n'est pas congolaise. Ça n'existe pas. Ce n'est pas juridique, c'est culturel. Le culturel il n'y a pas de juridisme. On a laissé libre, les juristes congolais n'a pas réglementé la culture, parce que ça peut changer. Vous pouvez l'abandonner, vous pouvez ajouter comme vous voulez. Si les Barrega disent aujourd'hui qu'Imbirgiti ça devient mauvais, il faut l'arrêter. Il n'y a aucune loi qui va vous dire pourquoi vous arrêtez cette culture. Non, ils peuvent adopter ce qu'ils veulent en fonction des lois qui évoluent. Nous passons à la quatrième question. Et il dit, Monsieur Nyarugabo, vous dites que vous êtes originaire de Mulenge. Mais Mulenge se situe au nord de... se situe au nord, un peu plus au nord, ouais. Il dit un peu plus au nord, je suis en train de lire ces questions. Pourquoi vous vous battez pour la terre de Minembwe, située au sud, à plus de 100 km de Mulenge? Alors, concrètement, il voulait dire que les Banyamulenge se battent pour Minembwe, pour conquérir la terre de Minembwe, alors qu'ils sont originaires de Bafuliro là-bas. Et là encore, franchement, peut-être c'est un peu l'âge qui avait déjà commencé à compliquer notre ami de réflexion. Il a ignoré que la loi, avant que je ne revienne sur ce déplacement de Banyamulenge ou Rwanda du nord vers le sud, parce que j'en ai parlé même dans l'histoire là-bas, ce que West dit. Je voulais seulement m'étonner que cette question soit posée à Nyarugabo, alors que la Constitution, dans les droits des citoyens congolais, dit que vous avez le droit de vous établir partout où vous voulez, partout où vous vous sentez libre de vous établir en RDC. Partout. Moi, Mufuliru d'Uvira, je fais du Bafuliru, je peux aller construire ma villa à Moanda, à près de 3000 km, avec le prolongement de cette queue-là qui va dans les lacs. Si vous prenez chez moi à la plaine, vous allez à Moanda, c'est peut-être 3000 km. Je peux aller là-bas et faire mes affaires, rester là-bas, y prendre les femmes, avoir des enfants, mes enfants aussi avoir des enfants de là. Les Congolais, la loi, la Constitution nous dit que nous pouvons aller où nous voulons. Et ceux qui ont fait cette loi, c'était pour montrer aux gens que non, vous n'êtes pas seulement, chez vous, ce n'est pas seulement là où vous êtes né, non. Chez vous, c'est au Congo. Cette terre congolaise est chez vous. Qui que vous soyez, Muntandu, Munyanga, c'est pas moi, Mutusti, Mubembe, Luba, tout. Vous pouvez aller vous installer où vous voulez. D'abord, c'est la première remarque à ceux qui disent vous êtes allés vous battre pour la terre de ceci. Et en ce qui concerne se battre pour la terre, ça aussi c'est une imputation. C'est pas vrai. Les Banyamulenge, les Rwanda de Weiss, les Rwanda de Lons et tous ces gens qui ont écrit sur eux n'ont jamais réclamé avoir une terre. Non, parce qu'ils en ont. Ils en ont. Ils ne sont pas chefs de chefferie. Ça, c'est encore une histoire que je pouvais vous raconter, peut-être dans d'autres parties de ce que j'ai dit ici. Ils n'ont pas de chefferie, ils n'ont pas de groupement.
toujours dû à une histoire que je peux vous raconter après. Ça n'entre pas dans les sujets. Je réponds aux questions de Fengwanda. Ils ont des villages, que ce soit dans Uvira, que ce soit dans Fizi, que ce soit dans Litombwe. Ils ont des villages où ils sont chefs du village, reconnus par Kinshasa, et reconnus même à l'époque coloniale. Il y en a. Moi, j'en connais. Pouvez-vous être chef du village, même dans la loi actuelle? Un chef du village, c'est un chef coutumier. Ne vous étonnez pas qu'on dise à mon ami, j'ai un ami, je m'excuse de parler de mon privé, j'ai un ami qui s'appelle Mohamed Zandayoberwa. C'est un chef coutumier. Chez lui où? Kamombo là-bas, dans les hauts plateaux. Pourquoi? Son père, époque belge, Ntayoberwa est connu. Mon père est arrivé là-bas, il a été accueilli par Ntayoberwa comme chef du village. Il avait des terres, il pouvait dire au Banyindu, vous cultivez là-bas, au Bafuli, vous cultivez là-bas, au Banyamulenge, vous cultivez là-bas, vous allez paître vos vaches à tel endroit. Il était le chef de ça. Il faisait rapport, c'est vrai, au chef de groupement, qui était son chef hiérarchique, mais lui avait des terres à gérer. Alors, si vous êtes déjà comme ça, vous allez dire, je réclame des terres. Non, les Banyamulenge ne réclament pas des terres. Chers partisans d'Engwanda. Non. Il y a eu une confusion. Lorsque cette affaire de Minembwe est arrivée, il y a eu confusion, je vais la donner dans un autre audio. La confusion est venue de cette affaire de création de communes qui a été décidée, par un décret, le décret 13/029 du 13 juin 2013, conférant les statuts des villes et communes à certaines agglomérations de la province du Sud Kivu. Ne vous en faites pas, ça n'a pas été fait seulement pour notre province, ça a été fait dans les 26 provinces. Alors, on a créé, on a conféré, si vous voulez, on a conféré les statuts des communes, des villes et des communes à des grandes agglomérations dans chaque province. Pour nous, c'est ce décret-là qui a créé ces nouvelles entités territoriales décentralisées. En fait, ça, c'est une autre matière, en fait, je n'y reviens pas. Et comme ça a été fait pour toutes les provinces, la classe politique qui ne voulait pas que cette province, du moins cette commune de Minembwe, puisse exister, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts, sur cette commune, justement pour empêcher que cette commune soit érigée, cette agglomération soit érigée en commune. Non pas parce qu'elle n'avait pas rempli les critères, mais tout simplement par mauvaise foi des politiciens qui ne le voulaient pas, c'est tout. Alors que c'est là que Ngwanda pense que les gens se sont battus pour qu'ils aient une commune comme leur terre. Non. La commune, ce n'est pas une terre coutumière. La commune, c'est une entité territoriale décentralisée où l'accession à sa tête est conditionnée par les élections. C'est vrai, on a élu, parce que les élections locales n'avaient pas été organisées en RDC, que ce soit en 2003, 2011, 2019, 2018 et récemment 2023. Ces élections n'ont pas lieu et on a procédé à la nomination d'un bourgmestre de commune de Minembwe et le titulaire c'était Munyamulenge, il faut le dire, et l'adjoint à Mubembe. Bon, la guerre est arrivée. Malheureusement, le processus n'a plus continué. Pour qu'on vienne, on a nommé ces gens. Donc, ça a été nommé. De manière régulière, ils ont été nommés par Kinshasa. Il y a des ordonnances de nomination de ces bourgmestres et bourgmestres adjoints. Mais ça s'est bloqué lorsqu'il y a eu la coalition de Maï Maï, Bafuliru, Babembe et Banyindu,
contre les groupes armés, bon, du moins des groupes, ils s'appellent tous des groupes d'autodéfense. Là aussi, il y a tout un chapitre à y consacrer. Qu'est-ce qu'on appelle les groupes armés? Qu'est-ce qu'on appelle les milices? Qu'est-ce qu'on appelle les groupes d'autodéfense? Tout c'est réclamé d'une certaine qualification selon que vous êtes de tel côté ou de tel autre. Et les groupes d'autodéfense de Banyamulenge et les groupes d'autodéfense de Bafuliro, Babembe et Banyindu ont commencé à se battre. Donc une coalition de 3 tribus contre une coalition, pas 3 tribus en fait, une coalition de miliciens, des groupes d'autodéfense d'une communauté, de 3 communautés, contre 2 ou 3 groupes aussi d'une communauté qui étaient ensemble. Tantôt ils sont ensemble, tantôt ils se sont fait la guerre avec beaucoup de choses. Là encore, il y a des choses à dire là-dessus. Mais toujours est-il que les groupes de défense de Banyamulenge ont pu se défendre. Et jusqu'à ce jour, là aussi, il y a des chapitres à y faire là-dessus. Mais disons tout simplement que les politiciens du Kivu, du Sud Kivu, Bembe, Bafuliru et Banyindu, ont pris effet et cause pour les groupes armés de leur obédience contre les Banyamulenge. Ils se sont dit, pas question de voir cette commune installée. Même si ces gens ont été nommés, on ne peut pas accepter que la commune soit installée. Ils veulent cette terre, ils veulent en créer. Il y a même ceux qui ont dit que la commune allait jusqu'aux environs de Bukavu, à Nyangezi. Des gens qui avaient déclaré que la commune, il y avait le droit de créer la commune. Je vois le député Bitakwira de ma circonscription d'Uvira qui avait dit auparavant que cette commune, il fallait l'installer, même là où il n'y en a pas, il fallait les installer. Ceux qui refusent sont des jaloux et tout. Mais subitement, il s'est retourné. On l'a suivi à l'Assemblée nationale dire que cette commune est illégale. Il a changé Kazakh, il a vraiment changé de pantalon. Il est devenu hostile à cette commune. Non, beaucoup de choses à l'Assemblée nationale, tout le monde a suivi, les Mouindo Nzangi, Mama Eve Bazaïba, tout le monde était monté au créneau pour dire pas question, pas question. Ils ont même obligé au chef de l'État de dire je suspends. Il n'a pas fait des papiers, il a dit seulement je suspends l'installation. On va envoyer une commission, cette commission n'est jamais venue. C'est là qu'Engwanda tire cette affaire de dire on s'est battu pour la commune. Non. Les gens se sont battus pour dire nous devons installer pour tous les pays, toutes les villes qui ont été, pour lesquelles le décret est sorti, il faut les installer. Toutes les communes pour lesquelles le décret est sorti, il faut nommer les animateurs et les installer. C'était ça le principe. Bon, le malheur a fait que, je ne sais pas par hasard ou comment, que ça soit si qu'on commence, et directement, la contestation est arrivée. Pourquoi contestation? Oh non, on veut en faire un pays. On veut en faire une province. On va en faire une chefferie. Mais la commune, ce n'est pas une chefferie, comme je l'ai dit. Ce sont des élections. Vous êtes populaire, vous gagnez les élections, parce que ce sont les conseillers communaux élus qui devaient voter pour un bourgmestre et son adjoint, ainsi que tout son gouvernement, entre guillemets. Alors, voilà. Donc, dire qu'on se bat pour la terre de Minembwe, non, Minembwe, c'est pas sorcier, c'est juste une agglomération de quelques kilomètres carrés, bien sûr, qui n'est pas aussi plus grand que ma commune de Sangue, pas du tout, ou de Kiliba, pas du tout, ou d'autres communes du territoire de Fizi, pas du tout. Une commune qui devait dépendre administrativement du territoire du chef de l'administrateur du territoire de Fizi. Ce n'était pas une commune sur la Lune
qui devait se gérer. Non, sur le plan financier, autonomie, qu'on appelle la personnalité juridique, oui, en tant qu'entité territoriale décentralisée qui devait avoir son budget et tout, c'est tout. Mais sinon, bon, on en a fait un problème, ça a créé tout le monde parlait de Minembwe. Aujourd'hui, quand vous apprenez, les gens qui ça disent de Minembwe, on pense que c'est au ciel, c'est à quelques kilomètres du Rwanda. Or, c'est 300 kilomètres, 320, 350 kilomètres du Rwanda. Il n'y a rien de commun. Minembwe est plus proche du Burundi que du Rwanda. Voilà. Donc, c'est aussi plus proche de la Tanzanie que du Rwanda. Voilà. Donc, franchement, je ne sais pas. Moi, je suis quelque peu... Je ne sais pas, mais je me pose des questions. Pourquoi ça doit se faire comme ça? Je ne sais pas. Voilà. Merci. La 5e question, c'est une question adressée à l'honorable, à titre privé, semble-t-il, mais j'ai pu déceler quelque chose quand même qui mérite d'être souligné. Ngwanda dit à Nyarugabo pourquoi il a fui en 98, qu'il aurait dû rester aux côtés de Kabila. Mais Ngwanda ignore que tous les rwandophones, spécialement les Tutsis qui sont restés à Kinshasa, ont été tués. Ils ont été brûlés vifs. Tous ceux qui ont osé rester ont été brûlés vifs. Pourquoi Ngwanda aurait voulu que l'honorable Nyarugabo reste à Kinshasa? Même les personnes assimilées aux Tutsis, notamment certains Bashi, même certains Kasaïs, qui ont une taille lancée et nez effilé, et ont été brûlés vifs. Les Ouest-Africains, Maliens et Sénégalais, sur l'avenue Kassaboubou, certains qui vendent des pièces de véhicules, là, ils ont eu des problèmes, il ne fallait pas sortir. Il y a ceux qui ont eu la vie sauve grâce à leurs ambassades. Alors, lui voulait que Moïse puisse rester à Kinshasa. Non, c'est du n'importe quoi. Je pense que cette question est très facile. Voyons peut-être les volets suivants, où il parle des archives. Pour terminer avec les questions de Ngwanda, il a parlé de comment des Congolais d'origine peuvent-ils se livrer au vol des archives stratégiques de la République au profit d'un État étranger. Ça, c'est la première fois que j'apprends cela. Je ne sais pas si je puisse en dire quelque chose, parce que je ne connais pas quelles archives sont parties et qui les a prises. Là, je préfère me documenter et peut-être y revenir. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a volé, quelles archives? Y a-t-il des archives congolaises sur l'histoire du Congo, les limites et tout, qui ne soient pas en Belgique, qu'on ne sait pas retrouver dans la métropole? Je ne sais pas. J'aurais aimé que s'il y a des choses qui ont disparu, peut-être les cartes, les documents des conventions sur les tracés des frontières et tout, si cela a disparu, il faut les rechercher. Moi, j'ai cherché cet accord-là entre les Belges, les Allemands et les Anglais sur cet espace compris entre les Rwanda actuels, les Congo actuels et l'Ouganda. J'ai trouvé, et même les PV, comment tel disait, tout ça, c'est un grand dossier qui existe sur ça. Ça ne peut pas disparaître. Vous allez sur Google, les histoires des frontières, tout ça, vous allez trouver ça, vous téléchargez, vous pouvez en avoir. Ça ne peut pas disparaître. Alors, s'il y a ce qui a disparu, cartes et tout ça, mais je vois les cartes ici. Lui-même a dit carte ethnographique de 450 tribus. Il a cité pour le Kivu, c'est que ça existe. Il n'y a rien qui... Même si il y a ceux qui ont été établis, quelqu'un est en Europe, il commande les journalistes qui demandent qui êtes-vous, je suis ceci, et ils ont confectionné des articles. L'ethnographe n'est même pas venu sur le terrain, ça arrive.
Mais les documents essentiels existent. Il y a des doubles qui existent, ou même des originaux qui existent en métropole, qui sont aujourd'hui reprises, ces archives, reprises sur Google. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui est caché. Plus rien. Google, vous vous promenez avec votre téléphone, vous avez tout. Anecdote, j'enseignais quelque part, je pose des questions. Je ne savais pas qu'on pouvait tricher. Je demande, même, je suis psychologue, je pose une question en psychologie, je trouve que les élèves ont répété la même chose. Je me suis dit, qu'est-ce qui arrive? Ils avaient copié sur Google. Lorsque j'ai compris, j'ai demandé à ce que, à chaque interrogation, que chaque étudiant mette de côté son téléphone. Ah, c'était la catastrophe, des 0, des 1 point sur 20, etc. Alors j'ai compris qu'ils n'étudiaient pas, ils attendaient seulement voir Google. Vous aussi, chers amis de Ngbanda, sur tout ce qu'il a raconté là du début à la fin, de la première question à la 5e question, prenez votre téléphone calmement, et allez dans Google. C'est un moteur de recherche, ce n'est pas d'autres moteurs de recherche, comme il y en a beaucoup. Google, c'est ce qui est usuellement, c'est ce qui est utilisé de manière, comment dirais-je, qui est beaucoup utilisé, voilà, en RDC, dans la région ici. Si vous cliquez, il y a toutes les informations possibles. Lisez, vous allez comprendre. Arrêtez de vous faire manipuler par les politiciens, parce que l'avenir vous appartient. L'avenir appartient à vos enfants. Vous serez des ministres, vous serez des gouverneurs, vous serez tout. Vous serez. Nous allons partir bientôt. Vous allez rester avec ce pays. Il ne faut pas suivre des politiciens. Ils vous induisent en erreur. Et lorsqu'ils vous ont induit en erreur, c'est eux qui vous demandent, vous, Maïmaï, allez vous battre. Vous, jeunes, allez nous conquérir tel territoire. Les vieux restent dans leur salon et ce sont les jeunes qui meurent. Attention, attention. Les tribalismes tuent plus que le sida, plus que le Covid, plus que toute autre épidémie à venir. Je ne voudrais pas que ça vienne, mais bon, on ne sait jamais. Aucune épidémie ne peut tuer comme la guerre tue. Et la guerre tue pour des futilités, pour le nez de quelqu'un, votre nez est épaté, l'autre est pointu, et vous pensez que vous pouvez vous tuer parce que vous avez des nez différents. C'est tout au plus idiot. C'est pas comment. Je ne vous désinjurie pas, mais c'est idiot de se faire tuer pour les faciès. Moi, beaucoup de fois, depuis Bukavu, nous sommes le 22 mai 2025. Merci beaucoup.